bâtiments verts sont devenus une vraie priorité. Plus qu'une priorité, c'est devenu même une obsession. Et je dirais qu'au-delà des économies d'énergie et d'exploitation, l'enjeu, on le sait, est planétaire, et il est planétaire, il est citoyen aussi. Mais il est évidemment financier. Ça permet une meilleure valorisation des immeubles. Ça permet clairement également le maintien élevé des valeurs locatives à bon niveau. Donc l'enjeu, il n'est pas que écologique, si je puis dire, ou citoyen, mais il est évidemment financier. Alors, le décret tertiaire de 2030 est une échéance certaine. Beaucoup d'acteurs visent 30 à 40% de réduction des gaz à effet de serre sur leur patrimoine à cette échéance-là. C'est assez ambitieux, nous semble-t-il. On verra si, à cette échéance-là, les objectifs sont atteints. Et ces transformations concernent évidemment prioritairement des immeubles neufs ou restructurés. Il n'y a plus aujourd'hui de transactions d'immeubles neufs et restructurés s'il n'y a pas une certification minimum. Mais il y aura malheureusement beaucoup d'actifs qui, à moyen ou à court terme, vont passer à travers les mailles du filet. Je pense notamment aux immeubles haussmanniens qui sont difficiles à rendre éligibles au décret tertiaire. Et puis surtout, tous les bâtiments de la génération 90-2000 sont encore occupés, qui sont encore un peu trop récents pour être repositionnés lourdement et qui donc échapperont à cette échéance-là. Pour ce qui concerne les tendances, le marché est longtemps resté sur un binôme bureau-commerce et un binôme qui est en train d'évoluer largement et depuis finalement pas très longtemps vers logistique et résidentiel. Alors tout ça c'est bien et c'est bien dans les tendances du moment. Le résidentiel parce que c'est la résilience, la logistique parce que ça obéit à l'évolution du commerce électronique et l'évolution des mœurs et du commerce d'une façon générale. Mais néanmoins, ce sont des actifs qui sont plutôt granulaires comparativement aux bureaux ou aux grands shopping malls de commerce. Et ce n'est pas facile pour déployer l'argent qui est aujourd'hui disponible. Les immeubles de logement comme les immeubles de logistique sont plutôt des actifs qui pèsent unitairement entre 25 et 40 millions. Donc quand vous avez 30 milliards d'un marché à déployer, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup d'investisseurs, notamment émanant du private equity, qui constituent des portefeuilles de résidentiel et des portefeuilles de logistique pour pouvoir offrir ces produits au monde institutionnel dans 18 mois, 24 mois, 36 mois. Mais en attendant, c'est des marchés où il n'y a pas forcément un terrain de jeu extrêmement important. Et c'est pour cette raison que pas mal d'investisseurs aussi, qui se détournent un tout petit peu du bureau, même si on va revenir sur le bureau très vite, regardent également quelques marchés limitrophes dans la zone euro, et notamment en Allemagne, en Espagne, en Italie, et à la marge, en dehors de la zone euro, sur le Royaume-Uni. Pour autant, le bureau n'est pas mort. Le bureau doit se réinventer d'une certaine façon, moins dense, plus de services, et sur des localisations proches des lieux d'habitation. Il y a également, malheureusement, pas suffisamment d'immeubles de bureaux de ces qualités-là, et notamment dans les grands centres-villes, notamment à Paris intramuros, pour satisfaire une demande qui reste malgré tout extrêmement importante en matière de bureaux. Ce qu'on note également dans les grandes tendances de la demande aujourd'hui, c'est les grands bâtiments à mixité d'usage, qui sont aujourd'hui malheureusement trop rares dans Paris, même s'il y a quelques exemples qui sont là pour confirmer la règle, dans lequel on mélangerait du commerce, du bureau, de la résidence gérée, de l'hôtellerie, de la crèche. Il y a un grand appétit pour ça, lié effectivement à ce souci de diversification qu'ont les investisseurs. Et là, clairement, ça fait partie des classes d'actifs qui sont recherchées. Dernière classe d'actifs intéressant, la région. Le bureau en région, donc on revient également un peu sur le bureau, parce qu'effectivement, c'est un des effets collatéraux de la crise Covid, de la crise sanitaire, et donc les régions sont devenues attractives, comme des villes comme Lille, Nantes, Marseille, Lyon, présentent aujourd'hui des capacités foncières, même dans les centres-villes, qui sont intéressantes pour faire des redéveloppements ou des développements. Et là, il y a pas mal d'utilisateurs aujourd'hui qui font le pari de se délocaliser. Donc ça va certainement améliorer le marché de la région, des grandes métropoles, dans les 2 années qui viennent. C'est
une question effectivement tout à fait intéressante et d'actualité. Ça va prendre essentiellement deux formes. Le coworking et le corpo working pour la partie bureau, hein, qui est en fait une des parties qui participe à l'évolution du modèle de bureau par rapport au modèle traditionnel, et le co-living, on va y revenir après, qui est également une nouvelle classe d'actifs qui est quelque part entre l'habitation classique et l'hôtellerie, et qui est autre chose que de la résidence gérée, et qui a encore un certain nombre de caractéristiques. En matière de bureau, le coworking ou le corpo working, qui a connu des débuts relativement chaotiques, est devenu une vraie option et a été clairement boosté par les effets collatéraux de la crise sanitaire. La flexibilité, bien sûr, la proximité du domicile ou le raccourcissement du trajet domicile-travail, ou au contraire la décentralisation des lieux de travail, et notamment pour les ingénieurs ou pour tous ceux qui sont amenés à faire des opérations commando. On a là une réponse claire et évidente sur la pertinence du modèle coworking. Donc tout ça sont des bonnes raisons qui justifient le bien fondé du business model. On sait qu'en matière de transactions, ça représentait 12 à 15% des transactions pré-Covid, des transactions des prises à bail par des coworkers. Ces transactions vont forcément ralentir là, dans les années qui viennent parce qu'il y a du stock à absorber, puisque aujourd'hui, tous les centres de coworking ne sont pas en pleine capacité, loin de là. Néanmoins, on voit depuis 3-4 mois les statistiques évoluer plutôt favorablement, donc on est plutôt vraiment positif et optimiste sur le fait que ça remplisse véritablement son rôle. Et que les centres soient, dans certains cas, déjà un bon taux de remplissage, avec certains preneurs même qui ont décidé de sous-louer la totalité d'un immeuble de coworking, qui est également une vraie tendance. Alors pour autant, ce n'est pas la mort du bureau classique, hein, qui doit évidemment se réinventer, mais le bureau se rapproche de plus en plus du modèle des critères de l'hôtellerie en matière d'occupation et d'exploitation, et ça c'est également une tendance, sans dire que tout sera du coworking, mais en tout cas sur la flexibilité, la souplesse et la qualité des services, il va falloir s'en rapprocher. Pour ce qui concerne le co-living, qui apporte une solution dans un contexte d'un marché tendu, et notamment dans les zones urbaines, le co-living, c'est un des effets de correction de l'imperfection de marché résidentiel des grandes villes, et des grandes villes françaises qui sont sous tension et où les prix sont inabordables, que ce soit à l'acquisition pour des primo-accédants ou sur le plan locatif. Et donc, en ce sens, ça répond bien et ça joue bien son rôle. Et ce co-living a des caractères également protéiformes. On peut faire du co-living dans une maison, dans un appartement, dans un immeuble. Et le co-living est finalement une des branches de ce qu'on appelle les résidences gérées, qui aujourd'hui sont également un des axes de développement forts des investisseurs. Et là encore, il n'y a pas suffisamment de produits, donc il y a des opérateurs spécialisés qui ont fait le pari de constituer des portefeuilles du co-living pour pouvoir les offrir à la clientèle institutionnelle dans un deuxième temps.